Bien, mais bonjour à tous. Donc Sylvie Pergeline, directrice de l'Association des maires de Loire-Atlantique. Je vous remercie de vous être inscrit à cette visioconférence dans le cadre des universités des maires organisée en partenariat avec l'AMF national et Mairie 2000. Donc nous avons prévu un certain nombre de visioconférences. On a commencé vendredi avec le statut de l'élu, ce matin le fonctionnement du conseil municipal. Et là, nous allons aborder la responsabilité pénale et civile des élus, donc avec Luc Brunet, qui sera notre animateur pour cette session. Donc, je remercie également Nathalie Dautre de Mairie 2000 de nous avoir organisé cette visioconférence à l'attention notamment des nouveaux élus, mais pas que, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Voilà, et pour vous rappeler aussi que l'Association des maires de Loire-Atlantique est à votre service au quotidien avec une juriste qui peut répondre également à vos questions que vous pouvez vous poser dans tous les domaines qui concernent la vie communale. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Luc Brunet. Vous pouvez poser vos questions via le fil conversé. Voilà, pendant tout le déroulé du PowerPoint et Luc Brunet y répondra. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne visio. Merci Sylvie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci à l'Association des maires de Loire-Atlantique de nous avoir sollicité. Merci à Mairie 2000 pour l'organisation de ces réunions. Donc, je me présente, Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. Donc, la SMACL est une mutuelle d'assurance des collectivités locales qui est basée sur New York, qui existe depuis 1974, qui est administrée par des élus, des fonctionnaires territoriaux et des responsables associatifs, parce que nous assurons aussi les associations. Et nous sommes leaders sur l'assurance des collectivités locales. Nous avons créé en 1998 un observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales, dont l'objet est d'observer le risque des élus, des fonctionnaires territoriaux, des collectivités territoriales. À cette fin, nous publions un rapport annuel et dans ce rapport annuel, nous décortiquons en fait le risque pénal des élus avec les chiffres, combien d'élus sont mis en cause, pour quel type de fait et quelle est l'issue des procédures. Alors, nous n'arrêtons pas à ce constat chiffré, nous analysons aussi les textes et la jurisprudence pour essayer d'en dégager des éléments en termes de prévention. Et donc, c'est vraiment l'objet de mon intervention aujourd'hui là. Ce n'est pas de venir agiter le chiffon rouge du risque pénal pour venir vous faire peur et vous pousser à la démission, alors que vous êtes à peine installé, et ça serait malvenu de notre part. Non, c'est vraiment d'attirer votre attention sur un certain nombre de points, parce que nous allons voir que vous pouvez engager votre responsabilité dans l'exercice de vos fonctions sans nécessairement en avoir conscience. Donc vraiment, le but de cette intervention, c'est d'attirer votre attention sur un certain nombre de points qui peuvent vous placer en porte-à-faux si vous n'y prenez pas garde. Alors, pour l'intervention, elle est divisée en 3 parties. Il y a une première partie sur la responsabilité civile, une deuxième partie sur la responsabilité pénale et la troisième partie sur les incidences en termes d'assurance. Alors, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de prendre une salve de questions à la fin, vous posiez vos questions au fur et à mesure. Je vous laisserai, donc comme l'a dit Sylvie, vous pouvez poser vos questions via le chat. Vous pouvez aussi, je vous donnerai la parole en fin de chaque partie pour que vous puissiez ouvrir vos micros si vous le souhaitez et poser vos questions. Alors, c'est parti. La responsabilité civile. Donc, au niveau de la responsabilité civile, la question ici, c'est de savoir qui c'est qui va sortir son carnet de chèques pour indemniser une victime. Est-ce que c'est nécessairement à la collectivité personne morale ou est-ce que ça peut être vous, en tant qu'élu, dans l'exercice de votre mandat, que vous soyez amené à indemniser la victime? Alors, les hypothèses peuvent être multiples. C'est peut-être, par exemple, le cas d'un accident qui survient sur une aire de jeu. Une aire de jeu, ben là, la semaine dernière, il y a eu un procès qui concernait le cas d'une commune où il y a eu un accident sur une aire de jeu, une corde a lâché. Le maire était au courant du fait que l'aire de jeu n'était pas correctement entretenue. Question, est-ce que c'est la commune qui doit indemniser la victime, les parents de la victime, ou est-ce que c'est l'élu personnellement, parce qu'il était au courant que l'aire n'était pas correctement entretenue, est-ce qu'il peut engager son patrimoine personnel?
Autre exemple, vous demandez à un agent communal d'aller repeindre un bâtiment communal et au cours de cette opération, il tombe d'une chute de hauteur, il se blesse grièvement. Là aussi, est-ce que c'est la commune, personne morale, qui devra indemniser la victime parce que c'est elle l'employeur, ou est-ce que c'est vous parce que c'est vous qui avez donné l'ordre? Dernier exemple, un marché public a été attribué à une entreprise qui n'a pas été retenue estime que l'entreprise qui a été retenue a été favorisée et donc intente une action. Est-ce que c'est vous qui pouvez engager votre patrimoine personnel pour réparer le préjudice subi par l'entreprise qui n'a pas été retenue? Donc on voit que, à travers de ces exemples, que la question n'est pas neutre et qu'effectivement, pour vous, ça peut avoir un impact lourd. Et quel est l'état du droit en la matière? L'état du droit, il est figé depuis une jurisprudence de la fin du 19e siècle. Depuis la fin du 19e siècle, on applique exactement le même régime juridique. Et effectivement, pour savoir quel va être le patrimoine responsable, est-ce que c'est celui de la collectivité ou est-ce que c'est celui de l'élu? Eh bien, on va distinguer, le juge distingue depuis la fin du 19e siècle, selon le type de faute qui vous est reproché. S'il s'agit d'une faute de service, c'est la responsabilité de la collectivité. Et donc, si jamais il y a un contentieux, ce contentieux il est porté devant les juridictions administratives. D'accord? Donc, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Par contre, s'il s'agit d'une faute personnelle, pour le coup, ce n'est plus la collectivité qui est responsable, mais c'est bien la responsabilité personnelle de l'élu qui est engagée devant les juridictions judiciaires, tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'une faute de service, qu'est-ce qu'une faute personnelle, puisque c'est ce qui va déterminer le patrimoine responsable. Et je vous ai dit que l'état du droit est fixé depuis la fin du XIXe siècle. Et bien, à l'occasion de cette jurisprudence, vous aviez le commissaire du gouvernement, qui s'appelait Laferrière, qui a donné une définition de chacune de ces fautes. Il a donné la définition suivante: la faute de service est une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. C'est l'hypothèse, grosso modo, de l'accident. Chaque fois qu'on est dans une hypothèse d'accident, les accidents que j'ai évoqués, par exemple, accident sur une aire de jeu, accident survenu à un agent à qui vous avez demandé de repeindre un bâtiment communal, chaque fois qu'on est dans ces hypothèses-là, on se situe en principe au niveau de la faute de service et donc responsabilité de la collectivité. C'est une faute, nous avait dit le commissaire du gouvernement Laferrière, qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. Bon, par exemple, on est dans une période de crise sanitaire. Dans les recommandations qui vous sont faites, eh bien, c'est de désinfecter les locaux. Imaginons que les locaux de la mairie viennent d'être bien lavés, le sol est glissant, la serpillière vient d'être passée, un administré rentre dans les couloirs de la mairie, glisse, tombe dans les escaliers, coup du lapin, pas de bol. Bon, un administré qui rentre vivant dans les couloirs de mairie, vous en conviendrez avec moi qu'il a le droit quand même d'en ressortir vivant. Alors, ces ayants droit vont pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, non pas auprès de la femme de ménage, non pas auprès du maire, mais auprès de la commune, personne morale. Et donc, ce sera à la commune et par derrière elle à son assureur responsabilité civile qu'il reviendra d'indemniser la victime. Ça, c'est la faute de service. Faute personnelle, quelle est la définition que nous donne le commissaire du gouvernement Laferrière? C'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. On change de nature. On n'est plus dans une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur, mais là, c'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. Eh bien, les élus, ce sont des femmes et des hommes qui peuvent avoir leur travers et qui peuvent, par exemple, utiliser leurs fonctions électives à des fins personnelles. Eh bien, quand un élu utilise ses fonctions à des fins personnelles, pour le coup, il engage sa responsabilité personnelle. Alors, exemple, ça ne se passe pas dans votre département, je vous rassure. Un maire avait pris un arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public en invoquant des motifs de sécurité. En fait, lorsqu'on a creusé un peu, on s'est aperçu que ce n'est pas du tout pour des motifs de sécurité qu'il a fait fermer l'établissement en question, mais parce que c'était un fonds de commerce qui était concurrent à celui de son épouse et qu'il a voulu éliminer un concurrent. Bon, pas bien.
vous êtes d'accord avec moi, on est bien ici au niveau d'une faute personnelle et donc responsabilité personnelle du maire qui peut être engagée. Et donc le commerçant qui a subi un préjudice parce que son établissement a été fermé à tort peut engager la responsabilité personnelle du maire pour obtenir réparation de son préjudice, puisque le maire a bien poursuivi un intérêt qui lui était personnel. Autre exemple, ça ne se passe toujours pas en Loire-Atlantique, là aussi je vous rassure, un maire qui est président d'OPHLM qui délivrait des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Pas bien non plus. Là, manifestement aussi, vous êtes d'accord avec moi, on est au niveau d'une responsabilité personnelle, faute personnelle, et donc responsabilité personnelle de l'élu. Et donc, les victimes sont en droit d'actionner la responsabilité personnelle de l'élu devant les juridictions judiciaires. Alors, j'ai pris des exemples volontairement caricaturaux pour que vous compreniez bien la nuance entre faute de service et faute personnelle. Lorsqu'on rentre dans le détail et lorsqu'on analyse la jurisprudence, on s'aperçoit que la frontière entre la faute de service et la faute personnelle, elle n'est pas toujours aussi évidente. Elle n'est pas toujours très étanche. Et on peut facilement glisser de la notion de faute de service et donc responsabilité de la collectivité à la notion de faute personnelle et donc la responsabilité personnelle de l'élu. D'ailleurs, on verra dans la diapositive suivante qu'il y a des cas où il y a des zones grises et que les juges ou les juridictions ne sont pas toujours d'accord entre eux pour savoir si on se situe au niveau de la faute de service ou de la faute personnelle. Alors, petite précision, le diaporama vous a été remis ou vous sera remis. Vous voyez qu'en bas, vous aurez sur chacune des diapositives des références qui vous sont proposées. Les liens sont cliquables. Donc là, vous avez 2 arrêts du Conseil d'État du 30 décembre 2015 qui ont été rendus le même jour. Si vous voulez accéder à un commentaire à la décision, vous pourrez cliquer sur le lien. Alors, pourquoi je cite ces 2 arrêts? Parce qu'il s'agit de 2 arrêts très importants qui ont défini les critères, critères qui sont alternatifs et non pas cumulatifs, permettant de caractériser ce que constitue une faute personnelle. Quels sont les faits? Ça concerne un maire d'une commune du sud-est de la France. Les deux arrêts concernent le même maire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune du sud-est de la France? Vous avez un maire qui a fait acheter sur des deniers publics un véhicule de grosse cylindrée, donc acheté par la commune, qu'il utilisait à des fins privées. Et il avait même passé les clés du véhicule à son fils, lequel fils avait été flashé au volant du véhicule en dehors de la commune. Donc pour ces faits, le maire a été poursuivi au pénal pour détournement de fonds publics. Ce même élu, quelque temps plus tard, au cours d'une réunion publique, a tenu des propos d'incitation à la haine raciale. Et donc, il a été poursuivi pour incitation à la haine raciale. Il est poursuivi pour 2 affaires. Pour ces 2 affaires, il a besoin d'un avocat pour se défendre. Et il demande à la commune de lui payer son avocat au titre de la protection fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection fonctionnelle? J'ouvre une parenthèse. La protection fonctionnelle, c'est une obligation qui pèse sur les communes, mais pas que, sur l'ensemble des administrations de manière générale, et sur les communes en particulier, qui concerne aussi bien les élus locaux que les fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire que les obligations des communes en la matière s'appliquent aussi bien aux élus qu'aux agents. Et ça recouvre 2 situations. La première situation, c'est l'hypothèse la plus fréquente, c'est l'hypothèse de l'élu ou du fonctionnaire qui est victime. Il est victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, il a été agressé dans l'exercice de ses fonctions ou il a été diffamé, injurié dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, il va engager une procédure contre l'auteur des faits. Dans ce cadre-là, ce n'est pas à lui de payer son avocat pour engager cette procédure. Dès lors qu'il a été agressé dans l'exercice de ses fonctions, c'est à la commune de le faire. Donc, c'est à la commune de lui payer son avocat. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où ce n'est pas l'élu ou l'agent qui est victime d'une infraction, mais c'est l'hypothèse où l'élu ou l'agent est accusé d'avoir commis une infraction, mais toujours dans l'exercice de ses fonctions. Et dès lors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, là aussi, ce n'est pas à l'élu ou à l'agent de payer son avocat pour se défendre, c'est à la commune, mais pas dans tous les cas, uniquement si l'élu n'a pas commis de faute personnelle. Donc, on retrouve cette notion de faute personnelle.
On retrouve cette notion de faute personnelle. Et l'élu, s'il a commis une faute personnelle, par contre, ça sera à lui d'assumer les conséquences de ses actes et donc de payer lui-même son avocat pour pouvoir se défendre. Je ferme la parenthèse. Et donc là, notre maire, qui était poursuivi à la fois pour détournement de fonds publics, pour propos d'incitation à la haine raciale, demande à la commune de lui payer son avocat pour qu'il puisse se défendre. Et le conseil municipal délibère et accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire. C'est-à-dire que le conseil municipal accepte de payer la défense à l'élu. A priori, donc, tout va bien pour le maire, sauf que le préfet n'est pas d'accord, exerce un déféré préfectoral et donc saisit les juridictions administratives et conteste la décision prise par le conseil municipal, estimant que l'élu avait commis une faute personnelle. Et cette affaire, ça remonte jusqu'au Conseil d'État. Et qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État? Eh bien, dans 2 arrêts rendus le même jour qui concernent le même maire, le Conseil d'État nous définit en fait les critères permettant de caractériser ce que constitue une faute personnelle. Il définit 3 critères qui sont alternatifs et qui ne sont pas cumulatifs. Et ça, j'insiste dessus. Premier critère, il y a faute personnelle chaque fois qu'un élu poursuit des préoccupations d'ordre privé. Donc, chaque fois qu'un élu poursuit un intérêt qui lui est personnel, il commet une faute personnelle et il engage donc sa responsabilité personnelle. Et là, le Conseil d'État nous dit, lorsque l'élu a fait acheter un véhicule de gros cylindrée pour ses besoins personnels, il a bien poursuivi des préoccupations d'ordre privé, donc il a commis une faute personnelle, donc il engage sa responsabilité personnelle, et donc également, la commune ne pouvait pas lui payer son avocat pour se défendre. C'était à lui de payer son avocat sur ses deniers personnels. Premier critère. Deuxième critère, défini par le Conseil d'État, il y a faute personnelle chaque fois que l'élu a eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique. Donc là aussi, même topo, chaque fois qu'un élu a un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique, il y a faute personnelle. Et le Conseil d'État nous dit, lorsque l'élu a tenu des propos d'incitation à la haine raciale, il a bien eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique. Et donc, il a commis une faute personnelle. Et donc, là aussi, il engage son patrimoine personnel pour indemniser les victimes. Et d'autre part, la commune ne peut pas lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Et donc, c'est à lui qu'il revient, sur ses deniers personnels, de payer son avocat. Et troisième critère pour lequel le Conseil d'État considère qu'il y a faute personnelle, et c'est celui sur lequel j'attire plus particulièrement votre attention, l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Donc, chaque fois qu'un élu a commis une faute d'une particulière gravité, il commet une faute personnelle et il engage son patrimoine personnel pour réparer le préjudice des victimes. Pourquoi j'attire votre attention plus particulièrement sur ce critère-là? Parce que vous et moi, le curseur de la faute d'une particulière gravité, nous n'allons pas le situer nécessairement au même endroit. Et ce qui est valable pour vous et moi l'est aussi pour des magistrats. Et on va le voir qu'effectivement, il peut y avoir parfois divergence d'appréciation. D'autre part, on est bien d'accord, et ça c'est très important à retenir, la faute d'une particulière gravité, ce n'est pas nécessairement une faute intentionnelle. Ce n'est pas nécessairement non plus l'hypothèse où vous auriez recherché un intérêt personnel. D'ailleurs, on va le voir dans la diapositive suivante. Vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions, même si vous n'avez pas recherché un intérêt personnel. Ça, c'est très important à retenir, parce que derrière, ça aura aussi des incidences en termes d'assurance. Alors, les zones grises. Les zones grises, il y en a 2 principales. La première zone grise, c'est l'hypothèse de la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Alors, quelle est l'hypothèse? On est ici dans une hypothèse d'accident. Donc, on a vu qu'en principe, je vous ai dit, quand on est dans une hypothèse d'accident, ce n'est pas à vous qu'il revient d'indemniser la victime, c'est à la collectivité de le faire, si tant est que
bien entendu, les conditions d'engagement de la responsabilité de la collectivité sont retenues. Parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un accident au sein de la collectivité qu'automatiquement la responsabilité de la collectivité est engagée, fort heureusement. La collectivité peut aussi s'exonérer, notamment s'il y a eu une faute de la victime, par exemple. Mais en principe, en cas d'accident, s'il y a un accident et s'il y a un responsable, le responsable, ça va être la collectivité de personne morale et non pas l'élu personnellement. Néanmoins, dans certaines situations, il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat. Certes, il y a eu un accident, donc il n'y a pas eu d'intention de causer des blessures ou le décès, mais les circonstances font que, quand même, certes, on n'a pas voulu le décès, certes, on n'a pas voulu les blessures, mais c'était quand même prévisible. C'était prévisible, on savait, on avait conscience du danger et on n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de la serpillière qui tue, un administré qui rentre vivant dans les couloirs des mairies, la serpillière vient d'être passée, notre administré glisse, tombe dans les escaliers. Bon. Si c'est la première fois, effectivement, on pourra dire qu'il s'agit d'une erreur, une faute de service, donc responsabilité de la collectivité. Maintenant, imaginons que ce n'est pas la première fois que ça arrive et qu'un accident similaire s'était produit déjà la semaine précédente. Ça commence à faire beaucoup. Et après le premier accident, on avait dit, oui, effectivement, dorénavant, le ménage, on le fera en dehors des heures d'ouverture au public pour éviter ce type d'accident. Donc, on a identifié les causes. Il y avait une procédure à définir, à mettre en œuvre, qui était facile à mettre en œuvre, mais on ne l'a pas fait. Et une semaine après, rebolote, un deuxième accident mortel. Ça commence à faire beaucoup. Et peut-être que le juge, au lieu de dire qu'il s'agira ici d'une faute de service, il va dire faute personnelle et donc responsabilité personnelle de lui. Et effectivement, lorsqu'on regarde la jurisprudence, on s'aperçoit que les juges ne sont pas nécessairement d'accord entre eux et que, dans certains cas, les juges vont, dans ce type d'hypothèse, retenir la faute personnelle de l'élu et donc la responsabilité personnelle de l'élu. Alors, deux exemples. Le premier exemple, il n'a pas pour cadre une collectivité territoriale, mais si je vous le cite, c'est parce qu'il est assez illustratif du raisonnement du juge. Il a pour cadre une maternité publique. Parce que ce que je vous dis, ça concerne les collectivités territoriales, mais ça concerne aussi, d'une manière générale, la responsabilité des administrations et des fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maternité? Vous avez un gynécologue qui est d'astreinte. Gynécologue qui est d'astreinte, et il est chez lui, et il est appelé en urgence parce qu'il y a un accouchement qui se passe mal. Et il refuse de se déplacer, disant « je viendrai plus tard ». Sauf que l'accouchement se passe vraiment mal et que malheureusement, la patiente décède. Donc le gynécologue, il est poursuivi au pénal, il est condamné au pénal pour homicide involontaire. Effectivement, il a commis une faute qualifiée qui a contribué à la réalisation du décès, et donc il engage sa responsabilité pénale, il est condamné pour homicide involontaire. Sur le plan de la responsabilité civile, se posait la question, est-ce qu'il pouvait engager son patrimoine personnel? Voilà une bonne question. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce que devait répondre le juge? Il devait se poser la question de savoir, est-ce que la faute commise était une faute de service, auquel cas c'était la responsabilité de l'hôpital, ou une faute personnelle, auquel cas c'était la responsabilité personnelle du gynécologue. Et les juges de première instance et les juges d'appel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il s'agissait d'une faute personnelle. Certes, le gynécologue n'a pas voulu le décès de la patiente, donc certes, on était dans le domaine non intentionnel, mais pour autant, la faute commise était d'une particulière gravité. Et en refusant de se déplacer, le gynécologue en question a commis une faute lourde, et donc, il a commis une faute personnelle. Et c'est à lui, sur ses deniers personnels, qu'il revient d'indemniser la famille de la victime. Ça, c'est la position qu'ont retenue les juges de première instance et les juges d'appel. Qu'est-ce que dit la Cour de cassation chambre criminelle? Eh bien, elle confirme la culpabilité au pénal, c'est-à-dire que oui, le gynécologue engage bien sa responsabilité pénale pour homicide involontaire,
Mais par contre, sur le plan indemnitaire, sur le plan de la réparation, le juge de cassation casse l'arrêt en disant quoi? En disant non, il ne s'agissait pas d'une faute personnelle parce qu'on est dans le domaine non intentionnel. Et dès lors que le gynécologue n'a pas voulu le décès de la patiente, eh bien, même s'il a commis une faute d'une particulière gravité, ce n'est pas à lui d'indemniser la victime, mais c'est à l'administration de le faire. D'accord? C'est à l'administration de le faire. Et cette jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle s'applique aussi aux collectivités territoriales. D'ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mai 2018, dans une affaire assez médiatique, a confirmé cette jurisprudence dans l'affaire Xynthia. Dans l'affaire Xynthia, effectivement, le maire avait été poursuivi et condamné sur le plan pénal pour homicide et blessure involontaire. En première instance, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, non seulement avait condamné l'élu au pénal, mais aussi il l'avait condamné au civil en estimant qu'il avait commis une faute personnelle. Parce que le juge du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne avait estimé que la faute commise par le maire était d'une particulière gravité. La Cour d'appel de Poitiers a confirmé la culpabilité pénale du maire, donc la condamnation pénale du maire a été confirmée. Par contre, sur le plan civil, a cassé le jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, a infirmé l'arrêt du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, estimant que les parties civiles devaient saisir les juridictions administratives pour rechercher la responsabilité à la fois de la commune et de l'État. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en disant que oui, le maire pouvait engager sa responsabilité pénale, mais non, le maire ne pouvait pas engager sa responsabilité civile personnelle. Donc vous voyez bien au travers de ces deux exemples qu'il y a débat au sein des juridictions, que les juges ne sont pas d'accord entre eux et que certaines juridictions du fond sont tentées dans ce type de situation de retenir la responsabilité civile personnelle de l'élu ou de l'agent public, même s'il a commis une faute non intentionnelle, dès lors que la faute commise est jugée d'une particulière gravité. Et on a une autre zone grise, c'est dans le non-respect de la réglementation. Dans le non-respect de la réglementation, on a aussi une zone grise qui concerne l'application d'une réglementation. Par exemple, en matière de marché public. En matière de marché public, imaginons une entreprise qui a été favorisée. Peut-être que c'est volontairement que vous avez favorisé cette entreprise parce que, par exemple, vous étiez de connivence avec cette entreprise. Bon, là, il n'y a pas débat. On est au niveau de la faute personnelle et donc la responsabilité personnelle de l'élu. Ça ne pose pas débat, ça ne pose pas question. Par contre, là où ça peut poser question, c'est lorsque vous n'avez pas voulu favoriser une entreprise, mais vous avez commis une boulette dans l'application d'une procédure de marché public. Cette boulette-là, est-ce que c'est une faute de service ou une faute personnelle? Eh bien, ça va être une appréciation au cas par cas. Peut-être que le juge dira « vous n'avez pas voulu favoriser l'entreprise, donc c'est une faute de service, et donc c'est la responsabilité de l'administration, de la collectivité. » Ou peut-être que le juge dira « ah ouais, mais quand même, il s'agit d'une boulette particulièrement grave. Vous êtes censé appliquer le code des marchés, le code de la commande publique à la lettre, et là c'était une boulette quand même qui était d'une particulière gravité, et donc vous allez engager votre patrimoine personnel. » Et on a le même débat, par exemple, en matière d'urbanisme. En matière d'urbanisme, la législation sur l'urbanisme, si vous commettez une boulette dans l'application, par exemple, du plan local d'urbanisme ou dans les dispositions du code de l'urbanisme, eh bien là aussi, ça va être une appréciation qui va se faire au cas par cas. J'en veux pour preuve un arrêt de la Chambre civile du 25 janvier 2017 qui vous est proposé ici. Quels sont les faits? Eh bien, un administré dépose un permis d'allotir. Permis d'allotir, et la commune refuse le permis d'allotir. L'administré conteste la décision de la commune devant les juridictions administratives. Jusque-là, rien que de très classique. Ça vous arrivera au cours de votre mandat qu'effectivement les décisions que vous prenez
vont être contestés devant le juge administratif. Il n'y a rien de dramatique en soi. Ce n'est pas un procès que l'on fait à vous, c'est un procès à l'acte que vous avez pris. Bon, c'est jamais agréable, mais pour autant, il n'y a rien de dramatique. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est l'acte que vous avez pris qui est contesté. Et donc, les juridictions administratives ici donnent raison à l'administré en disant que oui, non, la commune ne pouvait pas lui refuser son permis d'allotir. Elle a mal appliqué les dispositions du Code de l'urbanisme. Encore une fois, ce n'est pas agréable pour la commune, mais rien de dramatique. Là où ça se complique, c'est que l'administré dit bon, je suis content, j'ai obtenu gain de cause devant le juge administratif. Par contre, j'ai subi un préjudice, moi, parce que mon permis d'allotir, il a pris du retard, mon projet de lotissement, il a pris du retard, donc j'ai un manque à gagner. Et ce manque à gagner, il en demande réparation. Mais au lieu de demander réparation de ce préjudice à la commune, assez bizarrement, il demande réparation de son préjudice au maire, personnellement, devant les juridictions judiciaires. C'est-à-dire qu'il demande au maire, sur les deniers personnels du maire, de lui réparer son préjudice. Qu'est-ce que dit le juge de première instance? Non, monsieur, vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité personnelle du maire. Le maire n'a recherché aucun intérêt personnel. Il n'a pas commis de faute personnelle. Si vous devez rechercher la responsabilité de quelqu'un, saisissez les juridictions administratives et actionnez la responsabilité de la commune. Appel. Qu'est-ce que dit la cour d'appel? Non, monsieur l'administré, vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité personnelle du maire. Le maire n'a pas recherché d'intérêt personnel. Il n'a pas commis de faute personnelle. Si vous devez rechercher la responsabilité de quelqu'un, recherchez la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative. Pourvoi en cassation. Et qu'est-ce que dit la Cour de cassation? Elle casse l'arrêt d'appel en disant « Ce n'est pas parce que l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel que pour autant il n'a pas commis de faute personnelle. Il faut aussi se demander s'il n'a pas commis une faute d'une particulière gravité. » Donc, vous voyez que la Chambre civile de la Cour de cassation, elle applique exactement les mêmes critères posés par le Conseil d'État. Et ce qu'il faut retenir de cet arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, qui est très important, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel que pour autant, vous ne pouvez pas engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions électives pour réparer le préjudice subi par une victime. Ça, c'est très important et nous verrons les incidences que ça a en termes d'assurance. Mais retenez bien ceci, vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions électives, même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. On a vu faute de service, responsabilité de la collectivité, faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Ça, c'est le droit commun. Vous savez, en droit, on aime bien couper les chevaux en quatre, ça se passe de commentaires. Et à un grand principe, il y a toujours des exceptions. Et dans un certain nombre de cas, eh bien, la victime va disposer d'un droit d'option, ce qu'on appelle le droit d'option de la victime. Alors, qu'est-ce que c'est le droit d'option de la victime? Eh bien, le droit d'option de la victime, c'est en fait, c'est la victime qui a les cartes en main et c'est elle qui décide soit d'actionner la responsabilité de la collectivité, soit d'actionner la responsabilité personnelle de l'élu. C'est elle qui va décider qui c'est qui va engager son patrimoine. Ce droit d'option de la victime, il existe dans deux situations. Première situation, c'est l'hypothèse du cumul de fautes. Cumul de fautes, quelle est l'hypothèse ici? Bien, c'est l'hypothèse où un même dommage va trouver sa source dans plusieurs causes. Et il va y avoir à la fois une faute de service et une faute personnelle. Qui c'est qui doit indemniser la victime? Est-ce que c'est l'élu parce qu'il a commis une faute personnelle ou est-ce que c'est la collectivité parce qu'il y a une faute de service? Exemple, je dois me rendre sur une réunion de chantier, je prends le kangou de la commune et comme je suis un peu à la bourre, j'appuie sur l'accélérateur et malheureusement, je cause un accident à la circulation. L'enquête permet d'établir que l'accident est imputable à la fois à mon excès de vitesse, donc là, c'est une faute personnelle, d'accord, mais également
un défaut d'entretien du véhicule parce que les freins étaient défectueux. Donc là, c'est une faute de service. Question, la victime, qui c'est qui engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime? Est-ce que c'est moi parce que j'étais en excès de vitesse ou est-ce que c'est la commune parce qu'elle m'a fourni un véhicule défectueux? Eh bien, réponse du juge, c'est la victime qui décide. Droit d'option de la victime. Et donc, la victime peut, à son choix, soit actionner ma responsabilité personnelle parce que j'étais en excès de vitesse, soit la responsabilité de la commune parce qu'elle m'a fourni un véhicule défectueux. Au final, ça se traduira par un partage de responsabilité. Si la victime décide d'actionner ma responsabilité personnelle, eh bien moi, je serai en droit ensuite de me retourner contre la commune pour la part qui est imputable à la faute de service. Et réciproquement, si la victime décide d'actionner la responsabilité de la collectivité, eh bien la collectivité sera en droit ensuite de se retourner contre moi pour la part qui est imputable à la faute personnelle. Donc, partage de responsabilité. Alors, deux exemples qui illustrent cette jurisprudence. L'un n'a pas pour cadre les collectivités territoriales, mais c'est la première fois où le juge a retenu cette notion. Ça se passe au début du XXe siècle. Vous avez un administré, il s'appelait Monsieur Anguet. Il se présente au bureau de poste de la commune, fait ses opérations, il achète des timbres. Et au moment de repartir, pas de bol, il s'aperçoit que les postiers ont fermé un peu plus tôt que prévu. Et donc, il se retrouve coincé dans le bureau de poste. Comme il n'a pas envie particulièrement de passer sa nuit dans le bureau de poste, eh bien, il tente sa chance par une porte de service en espérant trouver une issue de secours. Et malheureusement, quand ce n'est pas votre jour, ce n'est pas votre jour. Il tombe sur des receveurs de la poste qui, le prenant pour un malfaiteur, le passent à tabac. Pas de bol. Qu'est-ce que nous dit le juge? Eh bien, le juge nous dit, on est en présence ici d'un cumul de fautes. Le fait pour la poste d'avoir fermé les locaux plus tôt que prévu, donc ça c'est la faute de service, et d'une faute personnelle, le fait pour les postiers d'avoir tabassé notre administré sans lui demander ce qu'il faisait là. Et donc notre pauvre administré pouvait à son choix actionner soit la responsabilité des PTT à l'époque ou la responsabilité personnelle des postiers. Au final, ça se traduira par un partage de responsabilité entre les PTT et la poste. Et les postiers. Deuxième exemple, qui a pour cadre, pour le coup, une commune. C'est un arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2012 qui vous est proposé ici. Que s'est-il passé? C'est un agent d'une caisse des écoles qui a falsifié des bons de commande pour faire des achats personnels en matériel informatique. Évidemment, la commune n'avait pas connaissance de ces achats et le commerçant n'était pas payé. Donc, les factures commencent à s'entasser et au bout d'un moment, le commerçant commence à s'énerver et va voir le maire en disant « Je ne comprends pas, ces factures ne sont pas payées ». Et le maire découvre à cette occasion qu'un agent a falsifié des bons de commande. Donc, le maire va voir l'agent en question, le réprimande, mais sans plus et sans prendre de sanctions disciplinaires importantes. Tant et si bien que l'agent se calme un instant, et puis récidive, rebelote, et donc nouvelle falsification de bons de commande, nouveaux achats de matériel informatique personnel. Et donc là, de retour, le commerçant se retrouve avec des factures impayées. Et donc, il revient voir le maire en disant « Mais je ne comprends pas, je croyais que cette affaire était réglée, et j'ai de nouveau des factures impayées. » Et cette fois, le commerçant recherche la responsabilité de la commune. Et le Conseil d'État donne raison au commerçant. Pourquoi? Parce que nous dit le Conseil d'État, oui, il y a une faute personnelle de la part de l'agent qui a falsifié les bons de commande. Donc, il a bien commis une faute personnelle, puisque là, pour le coup, on retrouve le critère qu'on a vu tout à l'heure du Conseil d'État. Il a poursuivi un intérêt personnel, l'agent. Ben oui, c'était pour faire des achats personnels en matériel informatique. Donc là, manifestement, l'agent a commis une faute personnelle. Donc, il engage sa responsabilité personnelle. Mais le Conseil d'État, pour autant, nous dit le commerçant est fondé à actionner la responsabilité de la commune. Pourquoi? Puisque la commune n'a pas exercé sur son agent son devoir de surveillance et son devoir
disciplinaire. Et donc, la commune a contribué à la réalisation du préjudice subi par le commerçant. Et donc, on va permettre aux commerçants d'actionner la responsabilité de la commune. À charge pour la commune de se retourner contre l'agent, mais entendons-nous bien, puisque là, la commune a elle-même commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice, elle ne pourra pas demander à l'agent l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux commerçants. Elle a elle-même commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice. Donc, ça se traduira par un partage de responsabilité entre la commune et l'agent fautif. Donc, première hypothèse où la victime dispose d'un droit d'option, c'est l'hypothèse du cumul de fautes. Deuxième hypothèse où la victime dispose d'un droit d'option, ça se complique un peu, ce n'est pas une hypothèse concrète, c'est la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit ici pas d'une hypothèse concrète. Quand on est dans une cumul de fautes, c'est une hypothèse concrète, c'est-à-dire plusieurs causes qui ont contribué à la réalisation d'un préjudice. Bon, ça, on comprend. Là, il ne s'agit pas d'une hypothèse concrète, mais il s'agit d'un objectif du juge. Quel est l'objectif du juge? L'objectif du juge, c'est de permettre l'indemnisation de la victime. Or, avec la distinction que l'on a vue entre faute de service et faute personnelle, le juge s'est retrouvé devant une problématique importante. Quelle était cette problématique? S'il retenait une faute personnelle à l'encontre d'un élu ou d'un agent public au sens large, la victime risquait de se retrouver face à un débiteur insolvable. Ben oui, parce qu'un élu ou un agent public, c'est une personne physique qui a un patrimoine limité. Et même si l'élu ou le fonctionnaire vend sa maison, même si l'élu ou le fonctionnaire fait un emprunt pour payer les montants de dommages et intérêts, ça ne suffira peut-être pas nécessairement. Parce que le montant des dommages et intérêts alloués à la victime peuvent être relativement conséquents. Et donc, le juge, il était devant la dialectique suivante. Mince, si je retiens une faute personnelle, la victime, peut-être qu'elle ne sera pas indemnisée parce qu'elle va se retrouver face à un débiteur qui est insolvable. Problème. Pour résoudre ce problème, le juge, dans un premier temps, a inventé des fautes de service qui n'existaient pas. C'est-à-dire, il disait, oui, l'élu a commis une faute personnelle, mais la commune aussi a commis une faute de service. Ce n'était pas vrai. Mais c'était simplement pour permettre l'indemnisation de la victime. Alors, ce n'était pas satisfaisant. D'abord, sur un plan intellectuel, on crée une faute qui n'existait pas. C'était quand même fort de café de la part de magistrats. Et d'autre part, surtout, ça avait une incidence pratique, c'est que dès lors que l'on reconnaissait que la commune avait commis une faute, eh bien, ça se traduisait par un partage de responsabilité entre la commune et l'agent ou l'élu fautif, alors que la commune n'avait pas commis de faute, en vérité. Donc, dans un deuxième temps, le juge va changer son fusil d'épaule et va créer la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Sous l'impulsion d'un commissaire du gouvernement, un certain Léon Blum. Qu'est-ce que nous dit le juge? Eh bien, il nous dit oui, l'élu a commis une faute personnelle. Donc, en principe, qui dit faute personnelle, dit responsabilité personnelle de l'élu. Pour autant, le juge poursuit son raisonnement et il dit, certes, il y a une faute personnelle de la part de l'élu, mais cette faute personnelle, elle a été accomplie pendant le temps du service ou avec les moyens du service. Et donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu fautif. Cette jurisprudence, ça va extrêmement loin. Tout à l'heure, je vous citais l'exemple d'un maire qui avait fermé un établissement recevant du public pour éliminer un concurrent au fonds de commerce exercé par son épouse. On est d'accord, il s'agit d'une faute personnelle puisqu'il a bien recherché un intérêt qui lui était personnel. Bon. Donc, en principe, c'est son patrimoine personnel qui doit être appelé à contribution pour réparer le préjudice subi par le commerçant. Oui, mais cette faute personnelle,
elle n'a été rendue possible que parce qu'il était maire. S'il n'avait pas été maire, il n'aurait pas pu prendre un tel arrêté de police. Donc, on va permettre au commerçant qui a été victime de tels faits d'actionner la responsabilité de la commune. À charge pour la commune ensuite de se retourner contre l'élu. Idem pour notre président d'OPHLM, Indélicat, qui délivrait des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Les indélicatesses qu'il a commises, c'est grâce à ses fonctions. S'il n'avait pas été président d'OPHLM, il n'aurait pas pu commettre ces faits. Donc, on va permettre aux victimes d'actionner la responsabilité de l'OPHLM, à charge ensuite pour l'OPHLM de se retourner contre l'élu. Ça va extrêmement loin, cette jurisprudence. Il y a 3 semaines, j'intervenais devant les maires de l'Oise. Devant les maires de l'Oise, et bien dans le département de l'Oise, il y avait eu une affaire qui avait défrayé la chronique, qui avait été médiatisée. À la fin des années 70, début des années 80, vous aviez un gendarme de l'Oise qui avait commis une série de crimes sur des jeunes femmes. Alors, il ne les avait pas accomplis pendant son service, il ne les avait pas accomplis en utilisant ses armes de service, il ne les avait pas accomplis non plus en utilisant ses véhicules de service, donc c'était dans sa vie privée. Donc, a priori, le service n'avait rien à voir avec les crimes qu'il avait commis. Pour autant, dans cette affaire, qui a fait l'objet d'un film avec Guillaume Canet, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, le film s'appelle « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Et ces faits ont donné lieu à une jurisprudence, effectivement. C'est remonté dans les juridictions, ça a été porté, le contentieux a été porté devant les juridictions administratives. Et les victimes dans cette affaire ont pu obtenir réparation de l'État parce que le juge administratif a considéré qu'il s'agissait d'une faute personnelle commise par le gendarme, mais qui n'était pas dépourvu de tout lien avec le service. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était chargé de l'enquête. Donc forcément, il savait dans quel secteur les enquêteurs faisaient leurs recherches et dans quel secteur ils pouvaient continuer à commettre ces crimes en toute impunité. Et donc les juridictions administratives ont considéré que dans cette espèce, il s'agissait d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Je vous ai parlé tout à l'heure du commissaire du gouvernement Léon Blum. Eh bien oui, le commissaire du gouvernement Léon Blum a créé cette notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service dans une affaire qui concerne une commune. Ça se passe au début du XXe siècle, dans une commune du sud-ouest de la France qui chaque année organise sa fête au village. Et pour sa fête au village, il y a une attraction qui attire beaucoup de monde. C'est une attraction qui consiste, pour les participants, à tirer à balles réelles sur des cibles flottantes qui sont sur une rivière. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de problème. Jamais eu d'accident. C'était toujours très bien passé. Cette année, il se trouve qu'on avait oublié un petit détail. C'est que de l'autre côté de la rive, on avait aménagé un lieu de promenade. Et donc, vous avez des promeneurs qui sont de l'autre côté de la rive et qui entendent des balles fusées. Aïe! Bon. Ils vont alerter le maire en disant « Attention, de l'autre côté, on entend les balles fusées ». Et le maire va voir les tireurs en leur disant, grosso modo, « Visez bien les cibles. Bon. Orientez bien vos carabines. » Précaution qui, bien évidemment, se révèle insuffisante. Et ce qui devait arriver arriva. Une passante qui était de l'autre côté, qui était en train de se promener avec son mari, reçoit une balle en plein visage et est grièvement blessée au visage. Madame Lemonnier, elle s'appelle. Et donc, elle porte plainte contre le maire au pénal. Le maire est condamné au pénal. Il est condamné pour blessure involontaire. Sur le plan indemnitaire, sur le plan civil, se posait la question suivante. Est-ce que c'était à l'élu ou est-ce que c'était à la commune d'indemniser Madame Lemonnier? Pour répondre à cette question, il fallait se demander, est-ce que la faute commise était une faute de service, auquel cas c'était la responsabilité de la collectivité, ou une faute personnelle, et auquel cas c'était la responsabilité personnelle de l'élu. Et qu'est-ce que répond le juge sous l'impulsion du commissaire du gouvernement Léon Blum?
Eh bien, le juge, dans cette affaire, il répond, c'est une faute personnelle. Responsabilité personnelle. Donc, l'élu, en ne définissant pas un périmètre de sécurité, dès lors qu'il y avait utilisation d'armes à feu, il aurait dû définir un périmètre de sécurité et donc interdire notamment la circulation de l'autre côté de la rive. Et donc, il a bien commis une faute personnelle. Mais le juge ne s'arrête pas dans ce raisonnement. Il dit, oui, il y a une faute personnelle de la part du maire, mais cette faute personnelle, elle a été accomplie parce qu'il était maire. C'est dans l'exercice de ses fonctions que le maire a commis cette faute. Et donc, on va permettre, donc la faute qu'a commise l'élu, elle n'était pas dépourvue de tout lien avec le service. Donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité. À charge ensuite pour la commune de se retourner contre l'élu. Mais entendons-nous bien, si l'élu n'est pas solvable pour indemniser les victimes, il ne sera pas plus solvable pour réparer, pour rembourser la collectivité. Donc, cette jurisprudence, qu'est-ce que c'est? En fait, cette jurisprudence, c'est un transfert du risque d'insolvabilité de l'élu. Au lieu de le faire peser sur la tête de la victime, ce risque d'insolvabilité, on le fait peser sur la commune, sur la tête de la collectivité. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie sur la responsabilité civile? Vous pouvez utiliser le chat ou sinon vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Je pense que là, vous pouvez ouvrir vos micros sans problème, hein. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Écoute, apparemment, ça a l'air clair, donc on va continuer. On continue? Allez. Bon. Tout va bien, nous dit Alex. Tout va bien, bon, c'est très bien. C'est déjà ça. Tout est clair. Bon, bah, tant mieux. Donc, on continue. Si jamais vous voulez revenir sur une question, n'hésitez pas, hein, je pourrais revenir sur la deuxième partie. Alors, on va changer de nature. Ici, on n'est plus… Alors, ça donne alors, il y a une réflexion, ça donne vraiment envie de rester maire avec les risques encourus. Je vous rassure, on va le voir hein, en termes de statistiques, fort heureusement, statistiquement, le risque que vous engagez votre responsabilité personnelle, il est très marginal. Il est très marginal. Néanmoins, il faut avoir conscience effectivement d'une chose, c'est que vous pouvez engager votre patrimoine personnel, comme je l'ai dit, même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. Donc, pour exercer un mandat de manière la plus sereine, on verra que vous avez aussi des solutions en termes d'assurance. Et je profite de l'occasion pour vous dire que mon collègue Bruno Sansonetti est à votre disposition. Il nous a rejoint tout à l'heure et donc il est ici aussi avec nous. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, sur le plan de la responsabilité pénale, on change de nature. On n'est plus au niveau de la responsabilité civile. La responsabilité civile, ça a une finalité indemnitaire. C'est le but de la responsabilité civile, c'est indemniser la victime. La responsabilité pénale, il ne s'agit plus de réparer un préjudice, il s'agit de punir un coupable. Et dans un certain nombre de cas, effectivement, les victimes, elles ne vont pas se contenter d'un chèque, mais elles veulent aussi qu'un coupable soit puni. Et donc là, c'est le rôle du juge pénal de punir avec l'application d'une peine. Alors, le code pénal, qu'est-ce que c'est? Le code pénal, lorsqu'on ouvre un code pénal, on lit les valeurs qui sont défendues par la société. Derrière chaque infraction du code pénal, vous avez ce qu'on appelle une valeur sociale protégée. Quand le code pénal réprime le vol, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? Le droit de propriété. Quand le code pénal réprime le délit de favoritisme, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? L'égalité de traitement entre les candidats. Lorsque le code pénal réprime l'homicide et blessures involontaires, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? La vie, l'intégrité physique. Valeurs qui sont jugées si essentielles que même lorsqu'on ne l'a pas fait exprès, eh bien, vous pouvez engager votre patrimoine, vous pouvez engager votre responsabilité pénale. Qui c'est qu'on poursuit au pénal? Ce sont ceux qui sont suspectés d'avoir
été hostile aux valeurs défendues par la société, c'est le cas des infractions intentionnelles, ou indifférent aux valeurs défendues par la société, c'est le cas des infractions non intentionnelles. Donc, pour un élu, être poursuivi au pénal, déjà, c'est être placé en porte-à-faux par rapport à votre engagement. Parce que lorsque vous vous engagez dans un objectif, c'est pour servir l'intérêt général. Et lorsque vous êtes poursuivi au pénal, c'est qu'on vous accuse d'avoir porté atteinte à l'intérêt général, soit en ayant été hostile aux valeurs défendues par la société, soit en ayant été indifférent à ces valeurs pour le cas des infractions non intentionnelles. En plus, à cela s'ajoute un autre effet traumatisant, c'est que la procédure pénale, eh bien oui, c'est une procédure qui est lourde, notamment dans, par exemple, une garde à vue. Une garde à vue, ce n'est pas anodin. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on était devant le juge administratif, il fallait dédramatiser parce que ce n'est pas un procès que l'on fait à vous, c'est un procès à l'acte que vous avez pris. Pour le coup, lorsque vous êtes poursuivi au pénal, c'est bien un procès que l'on fait à vous. Et les mesures de contrainte, c'est vous qui allez les subir. Par exemple, une garde à vue ou voire une détention provisoire. Des mesures de contrôle judiciaire, c'est vous qui les subissez lorsque vous faites l'objet de procédures pénales. Donc, c'est vrai qu'il s'agit de procédures qui ne sont pas à prendre à la légère. J'essaie de passer la diapositive suivante. Ça y est, j'y suis arrivé. Le nombre d'élus locaux poursuivis et condamnés. Alors là, ce sont les chiffres qui sont le fruit des travaux de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. Comment sont calculés ces chiffres? Je vous ai dit que la SMACL était assureur de collectivités locales. Nous assurons aussi les élus à titre personnel dans l'exercice de leur mandat. Nous proposons aux élus effectivement de souscrire un contrat qu'on appelle sécurité élue, qui les couvre dans l'exercice de leurs fonctions s'ils font l'objet de poursuites pénales dans l'exercice de leur mandat. Et donc, nous avons un certain nombre d'élus qui nous déclarent être mis en cause. D'accord ? Comme tous les élus, les fonctionnaires ne sont pas encore assurés chez nous, ça ne saurait tarder, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on est obligé d'élargir notre champ d'observation et on l'élargit sur les bases de données de jurisprudence, sur une veille sur Internet. Et c'est là que j'attire votre attention sur les chiffres que je vous présente ici. Il y a un effet déformant, parce qu'en 95-2001, on n'avait pas encore ces outils-là. On n'avait pas encore ces outils-là. Donc, les chiffres que je vous présente ici sur la mandature 95-2001 sont nécessairement en deçà de la réalité. C'est un peu moins vrai pour 2001-2008, mais c'est vrai que nos outils sont aujourd'hui, depuis 2008-2014 et 2014-2020, beaucoup plus performants et nous permettent d'avoir une vision plus proche de la réalité. Alors, il y a forcément des trous encore dans la raquette, il y a forcément des données qui nous échappent, mais on est aujourd'hui, sur les 2 dernières mandatures, sur des données qui sont plus fiables. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces chiffres? C'est que ce n'est pas à la baisse. Vous voyez que si on compare les 2 mandatures, effectivement, c'est à la hausse, plus 30% d'élus qui ont été poursuivis au pénal. Sur la dernière mandature, on est à plus de 1600 élus qui ont été poursuivis entre 2014 et 2020 au pénal. Ça vous donne grosso modo une moyenne de 5 élus par semaine. Donc, un chiffre que vous pouvez retenir, c'est que chaque jour ouvré, vous avez un élu qui est poursuivi au pénal. Mais c'est sur l'ensemble du territoire français. Ce n'est pas uniquement en Loire-Atlantique, c'est sur l'ensemble du territoire français et c'est toute infraction confondue. Donc, si vous rapportez le nombre d'élus poursuivis au nombre d'élus locaux qui existent en France, c'est-à-dire plus de 500 000 élus locaux, ça vous donne un taux de mise en cause pénale inférieur à 0,3%. Taux de mise en cause pénale inférieur à 0,3%. Toute infraction confondue. D'accord ? Donc, ça veut dire que 99,7% des élus ne feront pas l'objet de poursuites au cours de leur mandat. Donc, c'est plutôt rassurant. Vous voyez, je ne suis pas là, encore une fois, pour agiter le chiffon rouge du risque pénal pour venir vous faire peur. Autre élément rassurant, qui dit poursuite ne dit pas condamnation, fort heureusement. Vous voyez qu'en bleu, là, vous avez les poursuites, en orange, les condamnations. Et vous voyez qu'il y a à chaque fois un décalage. Oui. Et en fait, 60% des élus qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Donc,
qui dit poursuite ne dit pas condamnation. D'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Alors, pour quel type de fait vous pouvez être poursuivi? Alors, les faits pour lesquels vous pouvez être poursuivi, ils sont de plusieurs natures. Le premier motif pour lequel vous pouvez engager votre responsabilité pénale, ce sont les manquements de votre probité. Ça représente 35% du contentieux pénal des élus sur la mandature 2014-2020. Alors attention, ce n'est pas 35% des élus qui sont poursuivis, c'est 35% de moins de 0,3%. Entendons-nous bien. Donc, alors, je vais détailler les manquements de droit de probité parce que ce sont des infractions pour lesquelles vous êtes les plus exposés et il y a certaines infractions qui nécessitent effectivement un zoom particulier. Les atteintes à l'honneur, ça représente 30% du contentieux pénal des élus. Pour le coup, ce sont des infractions pour lesquelles vous pouvez engager votre responsabilité pénale, notamment, c'est l'hypothèse de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Donc là, on sort d'une zone de turbulence avec les élections. C'est souvent justement en période électorale qu'on a une recrudescence de ce type de plainte. Vous pouvez être victime ou auteur de ces faits. Si vous êtes victime de diffamation dans l'exercice de vos mandats, attention, le délai pour agir est très bref parce que vous avez 3 mois pour agir. Donc, si vous devez porter plainte pour diffamation, faites-le dans un délai rapide parce que sinon, vous serez forclos pour agir. Alors, c'est l'hypothèse où, donc, dans l'hypothèse où vous seriez mis en cause, ça peut être lorsque vous prenez la parole lors d'une séance du conseil municipal. Or, hypothèse de huis clos, les paroles que vous allez tenir en séance du conseil municipal, elles sont publiques. Et donc, si vous tenez des propos qui sont jugés diffamatoires, ça sera considéré comme une diffamation publique. Donc, un opposant, par exemple, pourrait vous attaquer pour diffamation. Idem si vous prenez votre plume pour rédiger un édito un peu salé dans le journal municipal. Là aussi, vous pouvez engager votre responsabilité pénale pour diffamation. Et vous pourrez vous exonérer si vous rapportez la preuve de la vérité des faits que vous avez dénoncés. Ce qu'on appelle l'exceptio veritatis, l'exception de vérité, c'est une cause d'exonération. C'est pour ça qu'il faut toujours y réfléchir à 2 fois avant de porter plainte pour diffamation, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la personne que vous poursuivez, ou la personne qui est poursuivie, pourra s'exonérer de sa responsabilité si elle rapporte la preuve de la vérité des faits qu'elle a dénoncés. Les atteintes à la dignité, ça représente 20% du contentieux pénal des élus, un peu moins de 20%. C'est les injures, les discriminations et le harcèlement. Vous avez notamment des élus qui ont été condamnés pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie. Donc là, ce sont les atteintes à la dignité. Les atteintes à la confiance, ça concerne les faux en écriture. Donc, les faux en écriture, vous allez retrouver notamment, attention, le faux en écriture publique commis par un agent public, juridiquement, c'est un crime passible de la cour d'assises. La plupart du temps, c'est correctionnalisé, ça va devant le tribunal correctionnel, mais vous avez eu des cas d'élus qui ont été poursuivis aux assises pour de tels faits. Attention notamment à la pratique des décisions rattachées. Le conseil municipal délibère, on clôture la séance, on a oublié de délibérer sur un point. Au moment de rédiger le procès verbal, on dit bon, tout le monde est d'accord, et donc on va porter sur le procès verbal une délibération qui formellement n'a pas été prise en séance du conseil municipal. Juridiquement, ça s'appelle un faux en écriture publique commis par un agent public. Donc, ça peut passer comme une lettre à la poste, mais ça peut aussi, il suffit qu'un jour quelqu'un lève le petit doigt pour que ça se traduise par des poursuites au pénal. Violence volontaire, c'est l'hypothèse notamment de conseils municipaux un peu houleux, ça peut arriver. Au mois de juin, vous avez un maire qui a été condamné pour violence volontaire parce qu'il avait voulu couper le micro à un opposant qui commençait à lui chauffer les oreilles. Et n'arrivant pas à lui couper le micro, il a voulu sortir de la salle du conseil municipal en l'attrapant par le col et en le violentant. Il a été condamné pour violence volontaire. Violence involontaire, ça représente moins de 3% du contentieux pénal, c'est les hypothèses d'accident. J'y reviendrai parce que là, il y a des jurisprudences qui peuvent vous intéresser. Atteinte à l'environnement et l'urbanisme, c'est notamment les hypothèses de pollution
Au mois de juin, vous avez une commune, là c'est la commune qui a été condamnée parce qu'elle avait fait usage de produits phytosanitaires sur des zones sensibles. Bon, ben là, c'est la commune personne morale qui a été condamnée. Atteinte aux libertés, c'est des hypothèses d'entrave, notamment aux libertés, et atteinte aux mœurs et à l'intégrité sexuelle, ça représente, vous voyez, moins de 2% du contentieux pénal des élus locaux, c'est notamment l'hypothèse de harcèlement sexuel. Alors, qui peut être déclaré pénalement responsable au sein d'une collectivité territoriale? Eh bien, la responsabilité pénale est une responsabilité très conviviale. C'est-à-dire que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui peuvent être poursuivies. Par exemple, dans une commune des Côtes-d'Armor, vous avez eu le cas d'un accident qui est survenu à un agent, et vous avez 11 personnes au sein de la commune qui ont été mises en examen. Donc, vous voyez que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être poursuivies au pénal. Alors là, je parle d'une commune, c'est le maire, mais ça peut être aussi une communauté de communes. Et là, vous pouvez avoir très bien des poursuites qui vont être exercées contre le président de l'EPCI. Donc, tout ce que je vous dis pour la commune, c'est transposable aux EPCI et à la Comcom. Donc le maire peut être poursuivi, les adjoints, les conseillers municipaux, y compris sans délégation, peuvent engager leurs responsabilités, les fonctionnaires territoriaux et les communes personnes morales. Donc la commune personne morale peut engager sa responsabilité pénale. Alors certes, on ne peut pas la mettre en prison, mais par exemple, on pourra la condamner au paiement d'une amende. Alors, les conseils municipaux sont installés, je pense, dans vos communes. Vous avez désigné les adjoints et vous, maire, vous avez donc pris les arrêtés de délégation. Peut-être que parmi vous, il y a des maires, peut-être qu'il y a aussi parmi vous des adjoints. Question, dans le domaine de délégation, qui c'est qui engage sa responsabilité? Est-ce que c'est le maire ou est-ce que c'est l'adjoint? Voilà une bonne question. Qu'est-ce que nous dit le Code général des collectivités territoriales? Le Code général des collectivités territoriales nous répond « Les délégations de fonctions accordées par le maire aux adjoints ou aux conseillers municipaux sont exercées sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. » Bon, a priori, il n'y a pas débat. C'est le maire qui reste responsable. Donc, j'imagine que chez vous, les adjoints sont contents et que le maire est dépité. On va inverser les sourires parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Pourquoi ce n'est pas aussi simple que cela? Parce que vous avez une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été construite pour les entreprises, mais qui a été transposée pour les collectivités territoriales et qui concerne les délégations, justement. Parce que vous avez des chefs d'entreprise qui étaient poursuivis, notamment pour homicide et blessures involontaires, parce qu'il y a eu un accident du travail au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, monsieur le juge, moi, je ne peux pas être partout dans mon entreprise, je ne peux pas surveiller tout le monde. Par contre, pour tout ce qui est santé et sécurité au travail, j'ai un monsieur ou madame sécurité qui est chargé de faire respecter les règles. Et c'est lui ou elle qui doit être responsable si jamais il y a un accident. Et qu'est-ce qu'a répondu la Cour de cassation? Elle a dit d'accord. Dès lors qu'il y a délégation, il y a transfert de responsabilité si 3 conditions cumulatives sont réunies. 1, la personne qui a reçu délégation à l'autorité. 2, elle a les compétences. 3, les moyens pour accomplir sa mission. Autorité, compétences, moyens. Si ces 3 critères cumulatifs sont réunis, il y a transfert de responsabilité. Si l'un ou plusieurs de ces critères font défaut, à ce moment-là, il n'y a pas de transfert de responsabilité et c'est le chef d'entreprise qui reste responsable. Eh bien, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique exactement les mêmes critères pour les collectivités territoriales et pour les délégations de fonctions, notamment, exercées au sein des communes. Vous avez ici l'arrêt de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007. Les faits sont les suivants. Ça se passe dans une commune du nord de la France. Fête de la musique. Vous savez, c'est la fête où on pouvait encore être serrés tous ensemble pour faire la fête. Bon, j'espère que l'année prochaine, on pourra retrouver... On pourra la retrouver, même si on a vu que dans certaines communes, on n'a pas attendu la fin de l'urgence sanitaire pour fêter la fête et se retrouver sans respect des règles de consigne de sécurité. Mais passons. Dans cette commune-là, on avait
on faisait les choses bien, puisque c'était une semaine de festivités. Une semaine de festivités avec notamment une soirée techno. Soirée techno qui était organisée pour les jeunes. Bon, qui dit soirée techno dit un peu de bruit. Qui dit un peu de bruit dit riverain pas content. Qui dit riverain pas content dit plainte pour tapage nocturne. Plainte pour tapage nocturne qui est dirigée contre qui? Non pas contre le maire, mais contre l'adjoint aux affaires culturelles. Ah. Et l'adjoint aux affaires culturelles, pour sa défense, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Je suis titulaire d'une délégation de fonction qui nous dit le Code général des collectivités territoriales est exercé sous la responsabilité du maire. S'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi. Suivez mon regard. Alors, vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales, les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fragiliser. Le système de défense de l'un pouvant consister à refiler la patate chaude aux voisins. Alors, j'ouvre une parenthèse à ce sujet, en termes d'assurance. Pourquoi? Parce que vous avez des compagnies d'assurance et non des moines qui proposent au maire d'assurer sur son contrat l'ensemble de l'équipe municipale. A priori, c'est plutôt alléchant, puisque effectivement, il n'y aura qu'une cotisation qui est payée, c'est le maire qui paye, et il paye, bon seigneur, pour l'ensemble de l'équipe municipale. Chapeau. C'est vrai que c'est plutôt attrayant comme mécanisme. Alors, c'est attrayant sur le papier, mais à l'usage, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, qu'il y a des poursuites pénales, on l'a vu, il peut y avoir plusieurs élus qui vont être poursuivis. Donc, la question qui se posera, c'est comment sera calculé le plafond de garantie qui est prévu au contrat, parce que dans un contrat d'assurance, vous avez toujours un plafond de garantie. Et si le plafond de garantie est divisé par le nombre d'élus qui sont poursuivis, ben ça veut dire que chaque élu n'aura pas une somme suffisante pour pouvoir se défendre. Premier problème que ça pose. Deuxième problème que ça peut soulever, avec l'exemple que je viens de citer, c'est que le système de défense d'un adjoint, ça peut être de dire, c'est pas moi, c'est le maire. Imaginons que dans le cas que je viens de citer, le maire avait souscrit ce type de contrat. Ça voudrait dire qu'il va payer l'avocat de quelqu'un qui, à la barre du tribunal, va venir le charger. Plutôt gênant. La philanthropie a ses limites, reconnaissez-le. Et enfin, le troisième problème que ça pose, c'est qu'en cours de mandat, vous pouvez avoir des conflits entre élus de la même majorité. Donc, comment ça va s'articuler dans ce type de contrat? Ben, soit ça sera une exclusion de garantie, ça veut dire qu'il y aura un trou de couverture, soit ça sera couvert, et ça voudra dire que le maire va payer la défense de quelqu'un qui, là aussi, est en conflit avec lui. Plutôt gênant. Donc, encore une fois, ce système de contrat, ça peut être attrayant sur le papier, mais très pernicieux à l'usage. Donc, à proscrire, il vaut mieux que chaque élu souscrive un contrat d'assurance personnelle. Ça n'empêchera pas, si vous êtes plusieurs élus au sein de la commune à vouloir souscrire un contrat, c'est la formule que propose notamment SMAC Assurance. Et bien, dès lors que vous êtes plusieurs élus de la même commune à vouloir souscrire, vous obtiendrez un tarif intéressant, un tarif groupe. Mais chaque élu sera assuré à titre personnel. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que répond la Cour de cassation dans cette affaire? Elle répond, si monsieur l'adjoint, c'est bien vous qui êtes responsable parce que vous aviez l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir votre mission. Donc, c'est vraiment une appréciation qui se fait au cas par cas parce que le maire, lorsque vous déléguez vos fonctions à un adjoint, vous n'êtes pas dessaisi pour autant. Rien ne vous interdit de vous-même évoquer l'affaire si vous le souhaitez. Ce n'est pas parce que vous avez délégué vos fonctions dans un domaine adjoint que vous ne pouvez pas vous-même décider. Mais par contre, dès lors que c'est vous qui décidez, c'est vous qui assumez les responsabilités qui vont derrière. Si vous êtes dans le domaine de l'allégation de l'adjoint, toujours en interférant dans le domaine de l'allégation, là aussi, il y a des chances que le juge dise c'est vous qui engagez votre responsabilité. Par contre, si l'adjoint est autonome dans son domaine de délégation, a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission, c'est l'adjoint qui engage sa responsabilité. En termes de responsabilité, j'attire également votre attention sur un point très important. C'est que vous pouvez engager votre responsabilité après l'expiration de votre mandat. Et là aussi, en termes d'assurance, ça a un impact important. Parce que vous pouvez engager votre responsabilité pénale
plusieurs années après l'expiration de votre mandat. Pourquoi? Parce que le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où vous prenez une décision, c'est le jour où cette décision a des conséquences dommageables. Si je prends l'exemple des inondations de Vaison-la-Romaine, qui a été jugée dans les années 90, je ne sais pas si vous vous en souvenez, inondation de Vaison-la-Romaine, où il y avait eu plusieurs morts. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui a été poursuivi dans cette affaire. Ce n'est pas le maire de Vaison-la-Romaine qui a été poursuivi. Non, c'est le préfet. Parce que les permis de construire avaient été délivrés par le préfet avant les lois de fer de décentralisation de 1982. C'est le préfet qui avait été mis en examen. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel âge il avait lorsqu'elle a été mise en examen. Il avait plus de 80 ans. Et oui, ça faisait longtemps qu'il était à la retraite. Mais c'est lui qui a été poursuivi. Donc au final, il n'a pas été condamné, mais c'est lui qui a dû se défendre. Vous pouvez aujourd'hui prendre une décision, notamment en matière d'urbanisme. Tout peut bien se passer, vous finissez votre mandat, pas de poursuite pénale. Sauf que 5, 10, 15 ans après, vous pouvez faire l'objet d'une poursuite pénale si la décision que vous avez prise a des conséquences dommageables. Parce que le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où vous avez pris votre décision, mais c'est le jour où les conséquences dommageables apparaîtront. Comment ça se passe en termes d'assurance? Selon le contrat auquel vous avez souscrit, vous risquez de vous retrouver avec un trou de garantie. Un trou de garantie, puisque la plupart des compagnies d'assurance optent pour un mécanisme dit de garantie subséquente, c'est-à-dire que vous allez être couvert pendant une période donnée qui est prévue au contrat. En général, c'est 5 ans. Donc, vous allez être couvert jusqu'à 5 ans après l'expiration de votre mandat. Mais après les 5 ans, vous ne serez plus couvert. C'est pourquoi SMAC l'assurance a opté pour un autre mécanisme. C'est une garantie à vie. Une garantie à vie, quelle que soit la date de réclamation de la victime. Vous serez couvert par votre contrat dès lors que le fait générateur rentre bien dans la période de garantie. Donc, une période où vous étiez assuré, quelle que soit la date de réclamation de la victime, pour éviter justement ce type Oui, de toute façon, et ICP, tu avais le droit d'adhérer qu'à certains blocs, tu n'étais pas obligé. Il y a un micro qui est ouvert. Ah, merci. Alors, les manquements de votre probité. Alors, les manquements de votre probité, on l'a vu, c'est une zone sur laquelle vous êtes particulièrement exposé. C'est le premier motif de mise en cause pénale des élus. Alors, on n'a pas le temps de détailler toutes les infractions pour lesquelles vous pouvez engager votre responsabilité pénale, mais il y a une infraction sur laquelle vous devez être particulièrement vigilant, c'est le délit de prise illégale d'intérêt. Délit de prise illégale d'intérêt, pourquoi? Parce que c'est l'infraction numéro 1 pour laquelle les élus sont poursuivis. Et c'est une infraction qui est très redoutable parce qu'elle met dans le même sac des élus qui sont malhonnêtes, qui ont usé de leur fonction pour des fins personnelles, avec des élus qui peuvent être de totale bonne foi. Qu'est-ce que c'est que cette infraction? En fait, c'est que c'est une infraction par laquelle on ne doit pas pouvoir suspecter qu'un intérêt privé a pollué l'intérêt public. Et ça va extrêmement loin. Ça va extrêmement loin. Et ça concerne tout type de décision que vous pouvez prendre au cours de votre mandat. Tout type de décision. Par exemple, un marché public. Peut-être que parmi vous, il y a des chefs d'entreprise. Il n'est pas interdit, fort heureusement, d'être maire et chef d'entreprise. Non, ce n'est pas interdit. Ouf. Mais imaginons que vous fassiez travailler votre entreprise pour le compte de la commune. Imaginons que votre entreprise, c'est la meilleure sur le marché. Et que même lorsque vous faites travailler votre entreprise pour le compte de la commune, vous travaillez à prix coûtant, vous perdez de l'argent. Et puis en plus, vous faites un travail qui est irréprochable. A priori, c'est tout bénéfique pour la commune. Et c'est tout bénéfique pour la commune. Parce que si on avait recouru au service d'une autre entreprise, ça aurait coûté plus cher. Et d'une part, ça aurait coûté plus cher, et d'autre part, ça aurait été moins bien fait. Et pour autant, c'est de la prise illégale d'intérêt. Et là, je vous parle de l'entreprise du maire, mais c'est valable aussi pour l'entreprise du fils du maire, pour l'entreprise du conjoint du maire, pour l'entreprise de la maîtresse du maire, pour l'entreprise du beau-frère du maire, pour l'entreprise. Où on s'arrête dans le cercle de relations d'élus, le texte ne le dit pas. D'accord ? C'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Si vous-même vous posez des questions, dites-vous que d'autres pourraient aussi s'en poser. Là, je vous parle de marché public, mais c'est pareil en matière d'urbanisme. Vous avez plein d'élus qui ont été condamnés notamment
pour des affaires de prise illégale d'intérêt pour l'implantation d'éoliennes sur leur terrain. Au cours du mois de juin, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la condamnation d'un maire d'une commune rurale pour ce chef-là. Vous avez aussi toute la problématique de passage de terrain d'élus en zone constructible. Vous avez aussi la problématique de recrutement de proches. En mars 2020, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un maire parce qu'il avait recruté sa sœur comme directrice générale des services de la commune. Attention, on n'est pas du tout ici dans l'hypothèse d'un emploi fictif. On n'est pas du tout dans l'hypothèse où il n'y a aucune prestation qui est réalisée. Là, il n'était pas contesté qu'en l'espèce, la sœur du DGS, elle avait les compétences requises. La sœur du maire, elle avait les compétences requises pour exercer les fonctions de DGS. Le travail était réel, d'accord? Mais néanmoins, dès lors que c'était la sœur du maire, c'est de la prise illégale d'intérêt. Vous avez, pour vous donner un exemple, jusqu'où ça va, un maire d'une commune rurale qui avait fait poser une question parlementaire. Les faits sont les suivants. Nouveau maire, élu dans la commune. L'ancienne municipalité avait embauché sa fille comme femme de ménage. Ce n'est pas lui qui l'a recrutée, c'est l'ancienne municipalité. Mais c'était un CDD. La question qu'il posait, c'est est-ce que je peux renouveler dans les mêmes termes le CDD de ma fille qui a été embauchée par l'ancienne municipalité? Réponse ministérielle, non, risque de prise illégale d'intérêt. Vous voyez avec cet exemple qu'on peut facilement se faire piéger. Facilement se faire piéger avec cette infraction. Autre exemple, le vote des subventions aux associations. Eh bien, vous êtes adhérent d'une association, vous participez au vote d'une subvention à l'association, ça peut être considéré comme de la prise illégale d'intérêt, etc., etc. C'est pour ça qu'au moment du vote des subventions aux associations, vous avez un jeu de chaises musicales au cours du conseil municipal, parce que forcément, vous avez chaque fois un élu qui est intéressé. Alors, ceci dit, on n'a pas le temps de détailler. Par rapport à cette infraction de prise illégale d'intérêt, vous avez des outils qui sont à votre disposition, et notamment l'arrêté de déport. L'arrêté de déport, c'est une technique qui vous permet, effectivement, lorsque vous êtes intéressé à une affaire, de ne pas prendre part à la décision. Vous interdisez de toute émission dans le dossier, d'accord? Et il y a un élu qui est chargé de vous suppléer, auquel vous vous abstiendrez de donner toute instruction. D'autre part, dans les communes de moins de 3500 habitants, vous avez un certain nombre de dérogations qui existent, et si vous respectez ces conditions, évidemment, conditions de fond et de forme, vous ne pourrez pas être poursuivi. Donc, il y a des outils à votre disposition. Toutes ces règles, elles vous sont présentées ici dans un document que je vous invite vraiment à lire. Vous pouvez le télécharger. C'est un guide pratique sur la charte de l'élu local. La charte de l'élu local, vous vous souvenez, ça doit être encore présent dans vos esprits, c'est la première obligation du nouveau maire. La première obligation du nouveau maire lors de l'installation du conseil municipal, c'est de lire et remettre la charte de l'élu local. Alors, il ne s'agit pas de le faire en début de séance et puis après de dire ça c'est fait et puis après de ranger la charte dans un tiroir. Non, il s'agit de la mettre en œuvre tout au long de votre mandat. Mais il y a des règles à connaître pour cela. Et pour vous éviter bien des agréments, je vous invite à lire et à télécharger ce document et à prendre le temps de le consulter parce qu'il pourra vous éviter bien des désagréments tout au long de votre mandat. Les violences involontaires, donc là, c'est les hypothèses d'accident. Ce qu'il faut retenir en la matière, c'est que vous pouvez engager votre responsabilité pénale dans l'hypothèse notamment où vous auriez conscience d'un danger et que vous n'avez pas pris les mesures permettant de l'éviter. Donc, en la matière, c'est lorsqu'on vous fait des signalements de danger, n'attendez pas l'accident pour agir. N'attendez pas l'accident pour agir. Prenez les mesures qui s'imposent tout de suite. Alors, peut-être que pour certaines d'entre elles, vous ne pourrez pas agir tout de suite. Si vous ne pouvez pas agir tout de suite, vous devez avoir deux réflexes. Un, prendre des mesures compensatoires, c'est-à-dire prendre, par exemple, informer, par exemple, s'il s'agit d'un danger signaler le danger avec un panneau. Déjà, ça vous permettra de vous couvrir. Et d'autre part, engagez-vous dans un programme d'action qui vous permettra effectivement de montrer votre bonne foi au juge. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas engager tout de suite, vous définissez des priorités, vous engagez dans un programme d'action, vous définissez un programme d'action et vous suivez ce programme d'action. D'accord ? Pour tout ce qui concerne les règles de santé et sécurité aux agents, par les agents, être ferme sur le respect des consignes de sécurité parce que vous ne pourrez jamais dire au juge « l'agent n'en faisait qu'à sa tête ». Parce que si vous dites ça au juge, le juge vous répondra « si l'agent n'en faisait qu'à sa tête, qui c'est le chef chez vous? Est-ce que c'est l'agent ou est-ce que c'est vous ?» Donc, les consignes de sécurité, il faut les délivrer aux agents, mais il faut aussi s'assurer qu'elles sont bien respectées.
Et définir également, précisément, dans vos communes, le qui fait quoi et le qui est responsable de quoi. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Parce que si c'est le flou artistique, eh bien, tout d'abord, ça ne va pas être vecteur de prévention. Parce que si chacun pense que c'est à l'autre d'agir, vous pouvez être sûr que personne ne fera rien. Et d'autre part, si jamais il y a un accident, ça se traduira par ce que le juge va dire, si moi je ne sais pas qui c'est qui fait quoi, ben, je vais mettre tout le monde, pardonnez-moi l'expression, dans la charrette. Hein. Et vous allez avoir plusieurs personnes qui vont être mises en examen. Tandis que si on sait précisément qui fait quoi, qui est responsable de quoi, un, c'est vecteur de prévention parce que c'est responsabilisant. Deux, ça évitera que le juge soit tenté de poursuivre plusieurs personnes. Au niveau de l'assurance, petit tableau récapitulatif. On a vu faute de service, responsabilité de la collectivité. Donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas votre contrat d'assurance personnelle qui doit jouer, c'est bien le contrat d'assurance de la collectivité. D'accord ? Par contre, vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales sur la base d'une faute de service. Vous ne pouvez pas engager votre responsabilité civile, votre patrimoine personnel, mais vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales. Vous aurez besoin d'un avocat pour vous défendre. Cet avocat, ce n'est pas à vous de le payer sur vos deniers personnels, c'est à la collectivité au titre de la protection fonctionnelle. Alors attention, depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, les communes sont tenues de s'assurer pour couvrir les élus dès lors qu'ils n'ont pas commis de faute personnelle. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'il y a une confusion dans certaines communes qui disent que puisque c'est à la commune de s'assurer, les élus n'ont pas besoin de s'assurer. Non, les élus ont toujours besoin de s'assurer. Les élus ont toujours besoin de s'assurer à titre personnel parce que la protection fonctionnelle n'est due qu'en cas de faute de service. En cas de faute personnelle, c'est bien la responsabilité personnelle de l'élu qui sera engagée. Et donc là, d'où l'intérêt pour les élus de souscrire un contrat d'assurance personnelle, payé sur vos deniers personnels. Ce n'est pas la commune de la payer, cette cotisation. C'est bien vous qui devez la payer. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller demander un devis ou faire un devis en ligne sur smacle.fr. Vous verrez que le montant des cotisations, il est très dérisoire. Donc, ne faites pas l'impasse sur ce type de contrat. L'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Et derrière, vous aurez des garanties relativement intéressantes qui vous permettront de vous engager dans votre mandat de manière sereine. Parce qu'on l'a vu, vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions, même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. Donc, d'où l'intérêt d'être bien assuré. Et si vous faites l'objet de poursuites pénales sur la base d'une faute personnelle, ce n'est pas là aussi à la commune de payer votre avocat, c'est à vous. Donc là, votre contrat d'assurance personnelle, il y a deux garanties principales à avoir. C'est un, la garantie de protection juridique pour vous payer vos frais d'avocat. Deux, la garantie de responsabilité civile dans l'hypothèse où votre responsabilité civile personnelle serait recherchée. En cas de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, on a vu que la victime dispose d'un droit d'option, donc là, ça dépend des situations. Si la victime décide d'actionner la responsabilité de la collectivité, eh c'est le contrat d'assurance de la collectivité qui jouera. Si la victime décide d'actionner la responsabilité de l'élu, eh bien, c'est le contrat d'assurance personnelle de l'élu qui jouera. Et là aussi, le contrat d'assurance personnelle de l'élu jouera aussi dans l'hypothèse où la collectivité décide d'engager un recours contre l'élu fautif. Si l'élu fait l'objet de poursuites pénales dans le cas de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, il ne bénéficiera pas de la protection fonctionnelle, puisque c'est une faute personnelle. Donc, dans ce cadre-là, c'est son contrat d'assurance personnelle qui doit jouer. Alors, au niveau des garanties, vous avez les deux garanties de base à avoir, c'est la protection juridique et la responsabilité civile personnelle. Là, je vous présente les garanties du contrat sécurité et ligne de SMAC Assurance. Vous avez aussi une garantie individuelle accident qui vous est proposée dans l'hypothèse où vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions, parce que la commune pourra vous opposer une faute qui est de nature à limiter votre droit d'indemnisation. Donc là, ça viendra en complément de ce que ne vous verse pas la commune. Interruption professionnelle d'activité. Dans l'hypothèse où vous exercez une fonction dans le privé, où vous êtes appelé à gérer une crise sur la commune, donc là, ça rentrera en ligne de compte. Reconstitution d'image, si au cours de votre mandat, votre image a été ternie. Donc là aussi, il y a la prise en charge de certaines prestations. Information juridique, en complément évidemment de l'information juridique que vous pouvez avoir auprès
de votre association départementale de maire, assistance psychologique, assistance aux personnes et veille d'actualité juridique et de jurisprudence. Bruno, je ne sais pas si tu as des compléments à apporter par rapport à ce contrat sécurité élu. Tu n'hésites pas à ouvrir ton micro si tu le souhaites. Sinon, vous disposez en complément de cette intervention de documents que je vous invite à télécharger. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc, le rapport annuel, notre rapport annuel sur le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Donc, vous retrouverez nos chiffres et les jurisprudences de l'année. Donc, je vous invite vraiment à le lire parce que derrière les exemples qui sont cités, vous allez pouvoir voir, dire « Ah, attention, ça peut m'arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça n'arrive pas dans ma commune ?» Pouvoir de police, responsabilité personnelle des élus, là c'est un bêtisier parce que vous allez voir que parfois, effectivement, vos administrés peuvent être particulièrement procéduriers et recherchés pour votre responsabilité pour tout et n'importe quoi. Donc on a fait un petit recueil d'histoires insolites mais vraies en l'accompagnant d'éclairage juridique complémentaire pour vous être utile dans l'exercice de vos fonctions. Et puis ce document, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur la charte de l'île locale, guide pratique. Vraiment, prenez le temps de le lire parce que ça peut vous éviter bien des désagréments au cours de votre mandat. Je reviens à mon introduction. Le but de cette intervention n'était pas de vous faire peur, c'était d'attirer votre attention sur un certain nombre de points. On a vu que statistiquement, le risque de mise en cause pénale, fort heureusement, restait très, très marginal. Donc, vous pouvez vous engager sereinement dans l'exercice de vos fonctions. Vous pouvez vous engager d'autant plus sereinement que lorsqu'on analyse la jurisprudence, on s'aperçoit que fort heureusement les juges ne sont pas des ayatollahs. Et que donc si vous-même vous faites preuve de bon sens, eh bien ça se passera bien dans votre mandat. Et puis si jamais malheureusement il devait y avoir des recherches de mise en cause, vous avez votre contrat d'assurance qui sera là pour vous défendre. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième partie? Ou sur la première partie d'ailleurs. Est-ce que j'étais à peu près clair? Vous pouvez ouvrir vos micros encore une fois. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Donc oui, nous dit Sylvie Pergeline, c'était clair. La vidéo sera mise en ligne sur le site maire44.fr. Et oui, vous recevrez… c'était oui, pardon Sylvie, tu disais oui pour recevoir la présentation PowerPoint, c'est ça? Sylvie? Oui, non, mais oui, pour les deux. Enfin, je ne sais pas. Non, mais donc la vidéo elle sera mise en ligne sur le site et je ne sais pas, le PowerPoint, on l'envoie aux participants Oui, vous pouvez l'envoyer aux participants. On vous l'enverra alors. Voilà. Apparemment, c'est demandé, donc oui, je pense qu'on peut l'envoyer. On fera le nécessaire, il n'y a pas de problème. Nathalie, tu l'as, toi, c'est bon. Tu peux le dernier, là, avec la pouvoir. Je te l'ai fait suivre en principe la semaine dernière. Alors, je l'ai. Bon, si jamais tu ne l'as pas, tu reviens vers moi et puis… C'est bon, je l'ai. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Luc. Y a-t-il des questions? Oui, une dernière question par rapport à justement la souscription du contrat d'assurance. Oui. Est-ce qu'on vous contacte directement, Monsieur Brunet? Vous pouvez, sur smacle.fr, faire un devis en ligne et souscrire en ligne si vous le souhaitez. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est le plus simple. Après, je peux vous mettre en relation avec des collègues. Je peux vous mettre mon adresse mail ici. Attendez, alors, il faut que je retrouve. Toc. Je saisis mon adresse mail sur le chat si vous voulez. Oui, parce que ton collègue, apparemment, il est parti. Il est parti, oui, je ne le vois plus. Ah, d'accord. Donc là, si jamais vous voulez échanger par mail, moi, je ferai suivre aux personnes intéressées. Sinon, sur smacle.fr, vous pouvez faire un devis en ligne. Et si vous convient, à ce moment-là, vous pouvez faire la souscription en ligne directement. Tu as, je ne sais pas si tu l'as dit, tu as une idée du coût de cette assurance? Je n'ai pas fait attention si ça avait été… Pour les communes rurales, ça va se monter à moins de 15 € par an. Oui, bah oui, effectivement. Donc, donc vous faites le calcul par mois. Voilà, donc
C'est pour ça que je vous dis, c'est en fonction de la strate de population, des fonctions exercées. Un point important, c'est que votre cotisation, elle vous couvre également dans vos fonctions d'élu communautaire. Donc, vous n'aurez pas une surcotisation avec ça. D'accord. Et peut-être que avant de souscrire personnellement, je vois avec mes collègues justement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que eux ont déjà souscrit ou est-ce qu'on souscrit Voilà, ensemble? parce que si vous êtes plusieurs à souscrire en même temps, vous pouvez bénéficier d'un tarif groupe. Donc, ça sera encore un tarif encore plus avantageux. D'accord, ok. Ok, bah, je vais diffuser alors l'information. Merci. Merci. Mais toujours payer sur les deniers personnels des élus. Hein. Ah, toujours payer sur les deniers personnels, j'insiste. Hein. Attention. Oui. Attention. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, enfin cet après-midi? Bon, Hein? bah, je pense que c'était clair alors. Oui. Merci Luc, à nouveau merci Nathalie. Donc je rappelle que demain nous aurons une nouvelle visio sur le maire employeur à 14 h et le 17 sur les fondamentaux de l'intercommunalité à 10 h. Donc pour ceux qui souhaitent y participer, également donc notre juriste est à votre disposition si vous avez des questions juridiques plus précises. Et enfin, le 17 septembre, on va organiser dans la suite de ce qu'on vient de faire, la suite des universités des maires avec d'autres thèmes. Vous recevrez un carton d'invitation et normalement, ça sera en présentiel si les conditions le permettent. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci de votre participation en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore à Luc d'avoir animé cette Merci à vous et puis bonne visio. mandature. Sereine. Merci. 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 Au revoir.